Alors, avec ce dé de renfort, que peut-on faire d'autre? Eh bien, tout d'abord, bien sûr, jouer une carte action, enfin une carte événement avec le symbole du dé de renfort. Mais aussi, si notre nation est en guerre, nous venons de le voir juste avant sur la piste, il faut que les nations soient voilà, tout en bas activées forcément pour passer en guerre et dans le dernier carré. Et bien dans ce cas-là, on peut choisir d'amener des unités. Alors, on voit les unités des peuples libres restantes ici, qui, quand elles meurent sur le plateau, vont dans les pertes. Et on voit les unités de renfort de l'ombre, sachant que dès qu'une unité meurt pour l'ombre, elle repart dans les unités qu'il peut rappeler. Donc au fur et à mesure, ça va devenir dur pour les peuples libres. Les unités, il y en a plusieurs types. Tout d'abord, les officiers. Donc il faut imaginer qu'en fait ça représente un leader. Tandis que les figurines comme celle-ci ou comme celle-ci, donc là on prend que les hommes du Nord, vont représenter en fait une troupe de 10 000 hommes. C'est important pour la suite. Pourquoi? Parce que donc lorsque l'on va tout d'abord appeler des renforts, on va pouvoir appeler des renforts d'une ou plusieurs nations. Hein. Ça peut très bien être par exemple un renfort nain et un renfort du Nord, dans des cités, des villages ou des forteresses, si le pays est en guerre. Donc par exemple, imaginons que les hommes du Nord et les nains sont en guerre, je peux très bien prendre un homme du Nord et le mettre à Dale, dans ses frontières, et un nain et le mettre à Erebor. Je peux aussi choisir, c'est forcément deux lieux différents. Je peux aussi choisir de mettre une unité d'élite, vous allez voir que c'est puissant dans les combats, dans un seul territoire. Et là, je n'ai plus rien le droit d'invoquer en gros comme renfort. Par contre, je peux aussi choisir de ramener un officier à un endroit, plus une unité de base. Ou bien deux officiers à deux endroits. Donc pour l'ombre, ça peut très bien être deux Nazgûl. Ou bien un Nazgûl, une unité normale. Ou deux unités normales. Ou bien une unité comment dire, d'élite. Il y a des cartes qui permettent d'appeler des renforts. Il est possible de les utiliser même si la nation n'est pas en guerre. C'est d'ailleurs un de leurs intérêts non négligeables. Donc voilà, 3 actions possibles avec ce dé de renfort. Ensuite, il y a le dé Palantir, ou bien le dé événement. Il permet de jouer des cartes, ou bien d'en piocher une d'un des deux tas quand il est utilisé. Alors, ce dé spécial n'est présent que chez le joueur des peuples libres. C'est le dé Volonté de l'Ouest qui va permettre, en fait, qui est un joker, qui permet de faire ce que l'on veut. Et il permet notamment aussi d'invoquer Gandalf le Blanc ou Elessar. S'ils ont quitté la compagnie, ça je vous laisse découvrir en lisant les cartes. Enfin, il reste le dé, alors, armé. Donc là, on a un dé qui fait renfort ou armé, on choisit. Chez le peuple d'ombre, il a ce même dé renfort ou armé, mais il a aussi ce dé-ci qui est uniquement armé, qui va nous permettre donc de déplacer soit deux armées si on ne va pas au combat. Je vous rappelle qu'une armée ne peut se déplacer que dans les limites de ses territoires si elle n'est pas en guerre, ou bien dans des territoires qui n'appartiennent à aucune autre nation. Sinon, on peut aussi choisir, grâce au dé armé, d'attaquer avec une de ces armées qui contient ou non un officier. Sachant que si elle contient un officier, on peut aussi utiliser le dé personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les attaques. Les attaques, il y a plusieurs types d'attaques qui vont pouvoir être faites. Par exemple, ici, l'attaque dans un territoire qui ne contient pas de forteresse. Ici, nous avons une cité, la comté. Donc si le peuple de l'ombre gagne cette cité et la contrôle, qu'il peut mettre son petit marqueur de contrôle dessus, il gagnera tout de suite un point ici. La cité valant un point. Si l'ombre, ici composée d'une armée mixte avec des Uruk-hai et des unités d'élite du Mordor, décide d'attaquer. Il va donc définir l'attaque, puis en commençant par l'attaquant, il va décider donc s'il va jouer une carte combat, donc une carte comme celle-ci, mais pour le texte qu'il y a en bas. Si c'est le cas, il la pose face cachée devant lui. À ce moment-là, le défenseur fait de même. Une fois que attaquant et défenseur ont choisi ou non de jouer une carte, ils la retournent, ils la lisent à leur adversaire, et ils vont pouvoir faire
ce qui est noté. Alors, juste deux cas qui peuvent quelquefois porter à question. Par exemple, l'attaque brusque. Vous avez le droit à une attaque supplémentaire avant le jet de bataille. Lancez autant de dés, maximum 5, c'est toujours maximum 5, on lance jamais plus de 5 dés, même pour la traque, que vous avez de valeur de commandement. La valeur de commandement est donnée par les officiers. Certains officiers comme Elessar, ou bien comme donc qui sont des personnages, ou bien comme le roi sorcier, ont une valeur de commandement de 2, qui permettront de relancer 2 dés. Donc, dans ce cas-là, quand on joue une carte comme ceci, on fait une attaque, mais il n'y a pas de contre-attaque de l'adversaire, évidemment. Par exemple, une autre carte qui souvent pose problème, la carte Confusion. Lors du jet de bataille du joueur de l'ombre, tous les résultats de 1 lui infligent une perte. Et ce, même si lui a joué une carte qui lui permet d'ajouter 1 à ses résultats de dés. Donc s'il a fait un 1, il a une perte. Même s'il avait mis une carte, ajouter 1 à chacun du résultat de vos dés, ça reste quand même un résultat de 1. Puisque c'est le résultat du dé directement, pas le résultat que ça va faire dans la bataille. Sinon, à part ces deux cartes, eh bien c'est simple, donc on décide de jouer ou pas. On compte le nombre d'unités. Alors, les unités d'élite ou de base, mais pas les officiers pour déterminer le nombre de dés. Donc par exemple, imaginons qu'il y a un Nazgûl en plus. Là, je compte 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais pouvoir lancer 4 dés. Une armée à un endroit, comme c'est le cas par ici, peut contenir au maximum 10 unités. Mais elle peut contenir en plus de ces unités autant d'officiers qu'on veut, puisque je vous rappelle qu'un officier ne compte comme un seul personnage, alors que les unités comme 10 000. Si vous n'avez plus de place dans une... parce qu'il y a des petits territoires et que vous voulez déplacer une grosse armée, vous pouvez mettre des marqueurs de substitution, comme ceci. Un marqueur de substitution correspondant à une unité simple. Donc laissez les unités d'élite pour ne pas les confondre. Donc reprenons notre cas ici. Le joueur de l'ombre, qui est l'attaquant, va commencer par jeter les dés, même si la résolution se fera en même temps. Il va jeter 4 dés. Il touche sur 6. Pourquoi sur 6? Parce qu'il y a une ville. Et je vous rappelle que les villes, les cités et les ruines donnent un bonus défensif lors du premier round, et uniquement lors du premier round, au défenseur, qui va en fait n'être touché que sur 6. Dans tout autre territoire, y compris sur les villages, c'est sur 5 ou sur 6. Donc là, notre joueur de l'ombre a fait ce jet. Comme il a un officier, qui a une valeur de commandement de 1, il va pouvoir faire maintenant, après son jet de bataille qu'il vient de faire, le jet de commandement. Il va rejeter un dé qui n'a pas touché, et le mettre, si c'était donc là un 6, le mettre à nouveau dans les dés qui touchent, sinon le retirer. Attention, si j'avais eu 3 Nazgûl ici, j'avais déjà 2 dés qui touchent, disons. Je ne peux pas dire, il y a une touche, je reprends ce dé, je le rejette quand même en rajoutant une touche. C'est au maximum ce qu'il y a d'unité. Donc avec 3 Nazgûl, j'aurais rejeté uniquement quand même 2 dés. Voilà. Puis les peuples libres qui sont ici, 1, 2, 3, vont jeter 3 dés. Ils n'auront qu'un jet de bataille, pas de jet de commandement, puisqu'ils n'ont pas d'officier. Voilà. Et ils ne touchent pas du tout. Eux, ils auraient touché sur 5 et 6, puisque c'est uniquement un bonus défensif. Donc là, on va enlever les pertes. Le joueur des peuples libres avait 3 pertes. Eh bien, il peut enlever une unité d'élite qui compte comme 2 pertes, ou bien une unité simple qui compte comme une perte. Donc là, il enlèverait ceci. Imaginons qu'il avait déjà 2 unités d'élite. Pour enlever 3 pertes, il enlève une unité d'élite pour 2 pertes, puis une autre unité d'élite qu'il va pouvoir dégrader en unité simple. Quand on dégrade une unité d'élite en unité simple, on peut le prendre parmi les pertes, pas obligatoirement parmi les renforts, ce qui est quand même assez important. Voilà, donc le premier round est terminé. Maintenant, l'attaquant va décider s'il fait un deuxième round ou pas. Soit il arrête l'attaque, soit il décide un deuxième round. Donc là, il n'a pas pris de perte, l'autre en a pris. Il va dire deuxième round. Il peut à nouveau décider s'il joue une carte combat ou pas. Puis le défenseur peut décider aussi. Et on refait un deuxième round. Donc là, il rejette 4 dés, c'est son jet de bataille. Là, on remarque 6, 5, 5. Il peut en rejeter un grâce au Nazgûl, il le rejette. 6. Bon, de toute façon, comme c'était le deuxième round, le bonus défensif de la cité, c'est la même chose pour une ruine, n'est plus présent. Donc là, ils seront éliminés. Ils vont quand même jeter leurs 2 dés pour répondre, et ils
ils font 1 et 4, ils ne font pas de perte. Donc là, ils sont éliminés. Dans ce cas-là, le joueur de l'ombre doit bouger tout parti de ses armées dans le territoire qu'il vient de gagner. Donc il peut déplacer uniquement 3 pions, il peut tout déplacer, bien évidemment. Voilà. Donc, une fois qu'il est là, il va pouvoir mettre le contrôle sur la cité et gagner un point, sachant qu'ici il arrive à 10, il a gagné, puisqu'il faut contrôler 10 points de victoire. C'est la même chose pour les villages, sauf qu'ils ne rapportent pas de points de victoire et il n'y a pas de bonus défensif. Pour les ruines, pour tout lieu, voilà, donc en plusieurs rounds. Par contre, imaginons maintenant que cette petite armée sympathique soit au niveau des collines de la tour et veuille attaquer le Havre Gris. Dans ce cas-là, le joueur déclare l'attaque. Et là, les Havre Gris ont le choix. Soit ils bataillent en terrain découvert, donc ça c'est comme s'il n'y avait pas de la défense de la forteresse, c'est comme dans une région normale. Ou bien tout de suite, ils peuvent, à chaque début de round, décider de se replier dans la forteresse correspondante qu'il y a ici. Dans ce cas-là, on avance l'armée de l'ombre dans le territoire, on fait une attaque, sachant que tant qu'on est sur une forteresse, tant que les défenseurs sont dans une forteresse, on ne touche que sur 6. Donc pareil, on choisit si on fait une carte combat ou pas, l'autre choisit. On jette notre jet de bataille, on jette notre jet de commandement, on touche sur 6, l'autre fait de même, mais il touche sur 5 et sur 6. On enlève les pertes, mais quand on assiège une forteresse, eh bien, il n'y a pas d'autre round possible. Sauf si l'armée qui assiège décide de prendre une de ses unités d'élite et de la transformer en unité normale. Dans ce cas-là, il peut faire tout de suite un deuxième round. Il va pouvoir le refaire encore une fois, tant qu'il a des unités d'élite à dégrader. S'il n'a plus d'unité d'élite, c'est fini, il n'a pas le droit de demander à faire un nouveau round de bataille. Il devra attendre un prochain tour et utiliser un prochain dé. Ce qui fera descendre sur la piste de politique vers la guerre à chaque fois qu'il attaquera, puisque c'est une nouvelle attaque. Voilà. À ce moment-là, s'il ramène une autre armée, par exemple, il y a une armée ici, il décide de la déplacer parce qu'il n'a plus assez de force, il a perdu beaucoup. Là, il n'y a pas d'attaque, parce que... Enfin, il n'y a pas d'attaque, il déplace l'armée, mais ça ne crée pas une attaque. Il faudra réutiliser un dé pour attaquer, puisque le territoire autour de la forteresse est considéré comme acquis à l'ombre, mais pas la forteresse encore. Il faut avoir détruit tout ce qu'il y a dedans. Lorsqu'une forteresse est assiégée, on ne peut pas appeler de renfort à l'intérieur. On ne peut appeler des renforts que dans ces cités et forteresses, ou villages, qui nous appartiennent au début du jeu et qui ne sont pas contrôlés par l'adversaire, ou pas assiégés pour les forteresses. De même, un compagnon, imaginons maintenant que nous avons ici Aragorn qui veut rentrer à Minas Tirith pour pouvoir être transformé en Lessar. Alors, il va pouvoir rentrer ici et s'y arrêter, mais il ne peut pas, dans le territoire, mais il ne peut pas rentrer dans Minas Tirith. Il ne pourrait pas, s'il était dedans, en sortir. Car une forteresse assiégée empêche les compagnons et tous les personnages, qu'ils soient de l'un ou de l'autre, de venir dans cette forteresse. Voilà pour le siège et pour les combats en général. Alors, petit point particulier, à Orthanc, Saruman ne peut pas quitter Orthanc. Cependant, si Orthanc attaque un territoire adjacent, par exemple là, si c'est le cas ici, il va quand même donner sa force de commandement aux armées. Par contre, quand les armées avanceront, eh bien lui ne pourra pas avancer. On va tout de suite parler d'un point particulier, déjà un point de traduction. Sur la carte Saruman, sur la voie blanche, il est permis à Saruman de transformer des unités en unités d'élite. Il n'est pas précisé sur la carte, mais ça doit être à Orthanc, uniquement dans cette case-ci. Parce que c'est une erreur de traduction. De même, imaginons que Saruman est à Orthanc, ici, mais n'a pas décidé d'aller, si le rang attaque, n'a pas décidé de retraiter dans sa forteresse. Il décide de combattre à terrain découvert. Dans ce cas-là, si des unités sont détruites lors de cette bataille, Saruman est aussi détruit. Tout comme s'il décide d'aller dans la forteresse, donc imaginons il va dans la forteresse,
il ne restait que ça, il décide de retraiter dans sa forteresse, donc on le met dans la case forteresse de l'ombre. Si, lors d'un jet de bataille, il est détruit, enfin celui-ci est détruit, Saruman est détruit. Je vous rappelle que quand on va faire les pertes, on ne peut pas enlever un de nos officiers. Par contre, ils sont automatiquement détruits s'ils sont tout seuls. Mais, maintenant, si Saruman est déjà tout seul en hors-tank, et que le Rohan rentre, eh bien le Rohan contrôle tout de suite hors-tank, puisque Saruman n'a pas de valeur de combat directement. Mais Saruman reste en vie, ça peut être un moyen pour vous de garder le dé de coffre Saruman, et de garder ses pouvoirs. Donc Saruman reste en vie. Dans ce cas, la seule carte qui peut... le seul moyen d'éliminer Saruman, c'est en fait d'utiliser la carte, les cartes Ent, l'éveil des Ent, etc., qui en fait vont pouvoir détruire Saruman. Même si c'est marqué attaquer une armée de l'ombre à hors-tank, là si Saruman est tout seul, on peut quand même élimine automatiquement Saruman. Voilà, les cartes Ent. Voici pour en plus ce petit cas particulier.